J'ai un conseil, je pense. Après, j'ai pas un recul de 15 ans sur l'entrepreneuriat, mais moi, ce que je vois d'une erreur à ne pas faire, et ça recoupe le point de juste avant, c'est ne pas essayer de faire tout parfaitement quand on lance une société. Parce qu'en fait, on va rien faire dans ces cas-là. Bonjour François, comment vas-tu? Écoute, bonjour à toi, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir. En plus, j'ai vu que tu habites à côté de nos locaux, à La Île-et-Rose. Tout à fait. Du coup, on va commencer comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, François Lemarié, j'ai 36 ans, j'ai 3 enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton activité d'IPO? Alors, d'IPO, c'est une start-up qui a maintenant 2 ans, qui accompagne à peu près 200 clients dans leur conformité RGPD. Donc en fait, on accompagne principalement des startups et des PME pour qu'elles respectent les règles fixées par le RGPD. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est donc du coup le RGPD? Alors le RGPD, c'est une loi, un règlement européen qui a été mis en place en 2018 et qui fixe des règles sur les données personnelles. Donc c'est pour éviter que les entreprises ou tout type d'acteurs utilisent par exemple les données d'un individu quand il achète quelque chose, quand il visite un site web. Il y a des règles à respecter. C'est ce qu'on aide les entreprises à respecter. Ok. Est-ce que tu peux du coup nous raconter ton parcours? J'ai commencé, j'ai fait des études scientifiques. C'était à l'université, donc ça s'appelle maths appliquées et économie. Et puis ensuite, j'ai très rapidement vu que je voulais appliquer ça au business. Donc j'ai commencé par ce qu'on appelle un VIE, c'est un volontariat international en entreprise en Belgique, puis en Hollande, dans un groupe pharmaceutique. Et donc là, j'ai lié la partie vraiment mathématique et la partie business, puisqu'en gros, c'était une équipe de vente de médicaments en Belgique. Et après, j'ai basculé au bout de quelques années dans le conseil. Donc conseil en transformation digitale sur des gros projets informatiques. Et puis, au bout de 6 ans de conseil, j'ai rencontré Raphaël, qui est mon associé, l'un de mes associés, qui lui est avocat RGPD, ce dont on parle, et qui m'a parlé d'un projet d'IPO qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Lancer cette société parce que en fait on a fait le constat que l'offre qui était proposée jusqu'à présent pour les entreprises n'était pas du tout adaptée. C'était cher, l'expérience utilisateur était plutôt mauvaise. Donc, en fait, ça avait exclu plein de gens de la conformité RGPD. Aujourd'hui, il y a encore 75% des entreprises qui ne sont pas conformes au RGPD, justement parce que l'offre qui leur est proposée n'est pas adaptée. Donc, nous, on a décidé de lancer ce service et depuis là, ça fait 2 ans et le projet est bien lancé avec 200 clients accompagnés. Tu penses que tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale ou elle est venue avec le temps? En fait, de ma famille déjà, c'est pas forcément... c'est des entrepreneurs, mais c'est de l'entrepreneuriat très local. Mon père a monté une boîte quand j'avais, je pense, 10 ans. C'est une boîte de chauffage, quelque chose un service, je sais pas comment on appelle ça, mais très local. Et donc j'ai toujours vu à la maison le fonctionnement d'une petite boîte. Ma mère qui faisait la compta, les factures, les devis, même on aidait sur certaines tâches. J'allais même en rendez-vous avec lui quand il y avait besoin dès 14 ans. Donc je pense que ça m'a un peu acclimaté, ça m'a montré comment ça pouvait fonctionner. Mais au départ, je me suis pas dit que je voulais être entrepreneur. Mais c'est après quelques années, petit à petit, avec l'expérience qui montait, je me suis dit, mince, en fait, j'ai vraiment envie de bosser pour moi-même, de prendre les responsabilités, d'être un peu au four et au moulin, pas seulement sur une tâche concrète d'employé. Et puis
puis donc j'ai cherché autour de moi un peu à me documenter, à rencontrer des gens. Et puis c'est là qu'est venue une opportunité, une mise en relation, où là, direct avec cette personne, on a senti que ça matchait direct. J'ai compris son projet, il a compris que j'avais les compétences qui lui manquaient, lui il a celles que je n'ai pas. Donc on s'est dit, on y va. Du coup, c'est ton père qui t'a, tu penses, c'est le fait de... Au moins, il a pu me montrer ce que c'était. C'est-à-dire que j'ai vécu, parce que quand on a une entreprise unipersonnelle, je veux dire, les locaux, ils sont dans la maison familiale. Ouais. Le téléphone, des fois, c'est moi qui décrochais pour les clients, à 8 ans ou à 10 ans. Donc, je pense que d'avoir baigné dedans, effectivement, ça a dû marquer quelque chose. Pour toi, quelle est la différence entre l'univers entrepreneurial et salarial ? Dans le salariat, on a un métier donc plus ciblé, peut-être des fois avec plus d'expertise nécessaire. Et par contre, dans l'entrepreneuriat, on va avoir beaucoup de tâches finalement peut-être plus basiques. Mais par contre, il faut toucher à tout. Et on est le dernier backup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière le DRH, il n'y a pas le N+1, N+2, N+3 qui est là. Un truc qui ne fonctionne pas, un client pas content, des chiffres qui sont en baisse, on est directement responsable. Donc on a une responsabilité plus importante, une dose de stress aussi qui est peut-être liée à ça, parce qu'on peut pas, on est le dernier maillon qui doit trouver la solution, sinon l'entreprise peut potentiellement fermer. C'est deux mondes assez différents, mais je pense que les deux expériences sont intéressantes à vivre. Moi aujourd'hui j'ai basculé dans l'entrepreneuriat, je ferme même pas la porte demain à faire l'inverse, à revenir sur un métier d'expertise avec un positionnement moins autonome, moins de responsabilité, mais ça peut être tout à fait intéressant. Ce qui est intéressant sur ton côté, sur ton profil, c'est que même en off on en parlait, pas mal d'entrepreneurs, le fait de revenir peut-être dans le salariat, ils peuvent le vivre comme un échec, alors que toi, comment tu le présentes, ça aurait été un choix, et que non, il n'y a pas d'échec, ça n'a pas été un échec. Alors que sur les différents talks que j'ai rencontrés, je ressens un peu que si ça marche pas, ou quoi que, comme on dit, pour beaucoup d'entrepreneurs, il faut avoir créé beaucoup d'entreprises et avoir eu beaucoup d'échecs pour arriver à la réussite. Mais que toi, t'es fermé à rien et que tu peux faire les deux côtés, tu trouves les bons côtés. Enfin, il y a des bons côtés dans les deux côtés. J'étais très, très épanoui, notamment sur ma dernière expérience. Ça vient de ça aussi, je pense. Ma dernière expérience, j'ai pas basculé dans l'entrepreneuriat j'ai pas changé de métier parce que je me plaisais pas. C'est juste l'opportunité de faire différemment. Et puis l'opportunité de lancer une boîte avec une idée et un marché qu'on a identifié comme potentiel, ça arrive pas 8 fois dans une carrière, je pense, donc il faut saisir. Mais après, être par exemple entrepreneur 10 ans, quel positionnement on prend dans une autre société, il faut voir aussi, parce qu'avec le degré de liberté qu'on a eu, est-ce qu'on est encore bien gérable dans une organisation? C'est une question qui peut se poser. Moi j'ai vu des profils entrepreneurs qui basculent dans une société, et c'est sûr que ils ont plein d'idées, c'est plutôt des fois des électrons libres, c'est pas pareil, c'est pas le même management. Ouais, c'est clair. En tout cas, ce qui en ressort, c'est que quoi qu'il arrive, et du coup t'es à peu près dans le même mindset que moi, c'est que dans tous les cas tu prends plaisir dans ce que tu fais. Et ce qui est intéressant à soulever, c'est que tu m'as dit que tu n'es pas devenu entrepreneur parce que du coup tu as dû arrêter ton travail, mais non, c'était un choix de ta part et c'était une évolution logique. C'est une expérience, c'est une proposition qui arrivait comme ça et donc du coup tu l'as saisie. Mais du coup que dans ton ancien métier ou dans ton ancien poste, t'étais quand même épanoui. Mais alors que parfois, il y en a qui sont pas épanouis et du coup ils rentrent dans l'entrepreneuriat parce que voilà quoi. Et donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue là. Et du coup c'est pour ça aussi que... Oui. Après c'est une chance que j'avais parce que des fois on trouve au bout de 2-3 expériences un métier dans lequel on est vraiment bien et il y a des gens qui cherchent plus longtemps quoi. Et là c'est plus compliqué pour eux de se dire et puis aussi ont plus peur de changer ou alors qu'ils sont sur un domaine qui leur laisse beaucoup moins de flexibilité parce que moi j'ai finalement un rôle assez facile dans le sens où école classique, bac+5,
famille un peu ouverte, bah en fait ça ouvre le champ des possibles. Alors que je me mets à la place de quelqu'un qui a une expertise, qui connaît pas d'autres boîtes, qui n'est pas ultra ouvert au changement, bah en fait il va avoir beaucoup plus de mal à faire ça. Et donc c'est un peu facile dans mon cas de dire ça, mais je connais des gens qui malheureusement ne vont pas changer de métier et vont rester dans une espèce de frustration sur leur job. Mais en fait, ils n'ont pas 50 choix de mouvement, quoi. Après, les choix, tu les crées, je pense. Et comme tu me dis, tu parles du mot chance, ouais, mais la chance aussi, elle se crée. Parce que je connais même, là, je travaille avec beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes sont arrivés à bac plus 4, bac plus 5, et quand je leur demande, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Bah non, je fais ça pour papa, maman. Ou qu'est-ce que tu veux faire plus tard alors qu'ils sont déjà bac plus 5? Bah je sais pas. Et du coup, j'ai rencontré des profils, moi aussi, qui étaient bac plus 5 dans un truc qui était pas déboucheur et qui se retrouvent finalement à faire un truc qui a rien à voir, mais du niveau CAP ou bac plus 1, bac plus 2, quoi. Et mais je pense que c'est lié avec l'épanouissement, du coup, de ce qu'on fait, et c'est là où c'est intéressant. Parce que tu peux faire le nombre de niveaux d'études que tu veux et le trajet que tu veux. Si t'aimes pas ce que tu fais, quand t'arrives dans le monde du travail, où c'est des requins, bah tu peux pas combattre contre des gens qui sont à fond dedans et qui aiment ce qu'ils font. Après, c'est super dur de demander aujourd'hui, vu la maturité qu'on a en bac plus 3 ou 4, je sais pas quel âge on a, 20 ans, de prendre des positions fortes, j'apprends ci, j'apprends ça. Finalement, ils en savent encore pas grand chose et du coup, ils se retrouvent a posteriori. J'ai fait telle étude, mais en fait, je savais pas. Mais peut-être parce qu'on leur pose pas la. Parce que moi j'ai beaucoup de jeunes, tu vois, et en fait, quand je leur pose la question, mais tu veux faire quoi plus tard? En fait, t'as l'impression qu'ils se sont jamais posé la question et on leur a jamais posé la question. Ils sont sur des études, j'en ai un, ils sont en master, là, on a un alternant, il a un bac plus 3, bac truc, mais je dis, mais c'est quoi que tu veux faire plus tard? Et qu'est-ce que tu aimerais toi faire plus tard? Et pas forcément pour ces études. Et du coup, là, ils réfléchissent et tu vois, j'ai l'impression que on leur a jamais, enfin, ils se sont jamais posé la question même eux-mêmes, et on leur a jamais posé la question, mais toi, en fait, c'est quoi que tu veux faire? Prendre le temps de se poser. Voilà. Mais pour ça, il faut savoir ce qui existe aussi comme métier, parce que c'est ultra flou. Moi, je vois les gens qui arrivent sur le métier, j'espère qu'ils se reconnaîtront pas si non, mais ils arrivent sur un métier, par exemple, de business developer, c'est-à-dire c'est commercial, mais pas face aux clients, c'est pour obtenir les rendez-vous. Ils ont beau avoir fait un peu d'études, vu ça de manière théorique pendant les études, le passage au concret est en fait assez, pas difficile, mais assez compliqué, quoi, parce que ils n'imaginent pas du tout, et la vie d'une entreprise au global, c'est quoi les enjeux, le droit social, comment on trouve des clients, c'est quoi les vrais problèmes Et en fait, à 20 ans, des fois, ça intéresse même pas, quoi. Alors que finalement, à 30, ils vont avoir des positions tout à fait différentes. Ouais. C'est clair. Est-ce que tu peux nous préciser ton rôle au sein de DPO? Alors, mon rôle au sein de DPO, donc on est trois cofondateurs. On a un CTO, un directeur technique, c'est lui qui est en charge du développement de la plateforme digitale. On a un avocat, RGPD, donc qui est le CEO. Lui, il est en charge de la partie delivery, c'est-à-dire il met en conformité les clients. Et il fait aussi la partie sur le produit, la partie expertise. C'est-à-dire que dans notre produit, il y a de l'expertise métier, et donc c'est lui qui s'occupe de ça. Et moi, en fait, je fais le reste, c'est-à-dire sales marketing, comment aller chercher les clients, comment travailler l'image de DPO, la finance et les ressources humaines. Recrutement, contrat. Comment tu as fait pour développer du coup et promouvoir cette activité-là? Dans un premier temps, on a joué beaucoup sur le réseau, c'est-à-dire que forcément on était deux au début, après on a été 3. On est allé voir des gens qu'on connaissait autour de nous, on a associé beaucoup de contacts dans les ESS, vraiment on a tapé à toutes les portes. Et ça a permis de trouver un socle de premiers clients qui ont adhéré des fois moins, je pense, au service qu'aux personnes et aux projets, en fait. Ils se sont dit, ok, ça vaut le coup, on s'implique là-dedans. Et puis après, assez rapidement, on est passé sur un modèle
plus classique de développement des ventes de start-up. C'est l'outbound, de l'email, ce qu'on appelle du cold email, c'est-à-dire des séquences d'email assez ciblées, qui parlent des personnes, même qui peuvent mettre des variables dedans, qui vont vraiment parler aux gens. Si j'écris à quelqu'un de ressources humaines, je lui parle de ressources humaines, etc. Ça, c'est vraiment notre premier canal d'acquisition. C'est ce qui nous fait 70% des clients. Et puis, on sait depuis 1 an, on fait aussi pas mal d'ads sur Google, qu'au début on maîtrisait pas trop et qui en fait là c'est en train de devenir notre deuxième canal d'acquisition. Ça nous fait 5-6 clients par mois. Donc c'est vraiment... Et forcément depuis maintenant on a de plus en plus de clients, on commence à avoir du referral, des recommandations, des gens qui nous appellent tout simplement pour dire ah oui j'ai entendu parler que vous accompagnez tel client, on aimerait. Une faute qu'il ne faut pas faire, je pense, c'est croire que les réseaux sociaux, on en fait les réseaux, mais je ne les ai même pas cités. Les réseaux sociaux, le contenu, dès le jour 1, va ramener et faire que 200 personnes vont vous appeler pour acheter le service. Au début, ça se passe sur l'humain, d'aller chercher un groupe d'entrepreneurs et discuter avec eux pour réussir à vendre son service et obtenir leur retour, surtout qui vont vous dire écoutez les gars, vous êtes totalement hors sujet, il faut pivoter, ou pas écouter tout le monde mais se faire sa propre opinion. Et donc ne pas croire qu'en faisant 3 posts LinkedIn ou Insta ça va monter, parce qu'il faut d'abord asseoir un produit. Dans le domaine d'acquisition, le réseau revient beaucoup, et même je pense que pour tout entrepreneur le réseau c'est la base de tout. Et ce côté-là, c'est ça qui est intéressant. Il faut l'utiliser, je pense, à chaque étape. C'est ce qui revient dans toutes les interviews, et à chaque fois que je discute même avec des amis entrepreneurs et tout ça, c'est le réseau t'as besoin de construire un réseau, et qu'il soit dans ton domaine d'activité, enfin dans ton domaine dans ta vision. Et donc ça qui est intéressant. Et le réseau est partout. Il faut s'intéresser à toutes les expériences autour de soi. Et au boulot, en dehors, en soirée, dans la famille, et en fait c'est là où se trouvent les plus belles opportunités. Mais pour ça, il faut faire l'effort intellectuel de s'intéresser et d'être authentique, de vraiment s'intéresser aux gens qui sont autour de soi, quoi. Et ça c'est... Parce que les opportunités, elles sont vraiment partout. Elles sont à la sortie de l'école, les parents de l'école, etc. Ok, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Qu'est-ce que j'aime le plus ? Ce que je pense dans le métier là, d'entrepreneur, c'est le fait d'avoir la vision globale d'une boîte, que ce soit notre projet. On a tous les problèmes, mais on a aussi tous les gains en termes de, bien sûr, plus tard d'argent, mais surtout aujourd'hui de reconnaissance, du fait que notre service apporte quelque chose à la société. Il permet aux petites boîtes de se mettre en conformité RGPD. 400 € par mois quand avant elle payait 10 ou 15 000 où elle ne faisait pas. Donc on apporte quelque chose à la société. Donc ça j'aime bien. Et voilà, avoir cette côté gestion globale, pour moi c'est super motivant. Et je me rends compte, et je me suis rendu compte depuis quelques mois ou années, que c'est ce que j'avais vraiment envie de faire. D'être mon propre patron, quoi. Quels sont les avantages du coup de pourquoi on ferait appel à DPO et pas à quelqu'un d'autre ? Pour faire simple, en fait, on a créé une offre. Donc, on est parti, ce que je disais tout à l'heure, du principe que l'offre actuelle, elle n'était pas adaptée. Donc, on a monté une offre qui se veut adaptée. Point numéro 1, on garantit la conformité RGPD. C'est-à-dire qu'on se nomme comme DPO auprès de la CNIL. DPO, c'est la personne qui gère toutes les données. Toutes les règles sur les données personnelles dans une boîte. Donc on prend ce rôle-là, donc on prend la garantie de ça. En deuxième, notre périmètre d'intervention, c'est pas un document, c'est pas X questions, c'est full. C'est-à-dire tous les sujets sur les données personnelles sont traités. Donc là déjà, on s'enlève des questions parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on aura dans 8 mois par exemple. Une start-up digitale qui a une application, elle va la faire évoluer. Et c'est pas me dire dans 8 mois, dans 1 an, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc tout est inclus aujourd'hui et demain. Et en l'échange de ça, c'est un prix fixe mensuel. Donc c'est pas un nombre d'heures, pareil.
c'est vraiment par rapport à la taille d'une boîte, la plupart des startups payent 400 € par mois. Et le prix n'évolue pas, ne change pas au cours du temps. Donc avec ce triptyque, on assure un service qui répond à beaucoup de startups. C'est pour ça aujourd'hui on rentre autour de 20 à 25 startups par mois. Il existe d'autres acteurs de qualité. Il y a les acteurs historiques type cabinet d'avocats qui ont des gens de qualité, mais ils vont faire ça de manière moins automatisée, moins processée. Donc ils vont passer beaucoup plus de temps, probablement aller moins loin dans la conformité, et puis vous allez payer forcément plus cher. C'est un cabinet d'avocats. Et après, il y a une troisième possibilité, c'est les self-care. C'est-à-dire, vous avez des plateformes sur Internet où vous pouvez faire les choses vous-même, mais sans compétences RGPD, là, ça va être très compliqué de s'y retrouver parce qu'ils vous donnent des templates à compléter, et sans juriste, en fait. Tandis que chez DPO, vous avez un juriste face à vous tout au long de la collaboration qui va faire le travail pour vous. On n'est pas des coachs, on fait à la place de l'autre. Quelle est ta plus grande victoire ? Je suis très content de la famille que j'ai créée, le cocon avec ma femme et mes 3 enfants. Donc ça c'est un achievement vraiment très fort. C'est ce que je voulais et on l'a fait à 2 et ça c'est un super point. Et après sur DPO, c'est une réussite qui est en cours. Parce qu'il ne faut pas s'enflammer, c'est pas parce qu'on a 200 clients que tout est fait. C'est encore le début, il y a plein de choses à améliorer, mais déjà arriver à monter une boîte from scratch, parce que c'est quand même le début qui est quand même compliqué. Ouais. Au début, c'est vague, c'est le néant, en fait rien n'existe. Personne ne vous attend, même à la limite vous pouvez même gêner. Donc avoir réussi là à monter une équipe de une petite vingtaine de personnes, 200 clients qui sont satisfaits, c'est déjà une grosse réussite. De toute façon, l'accomplissement familial et entrepreneurial, je pense qu'elle est liée. Pas forcément tout le temps, mais elle peut en faire partie, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu aurais à changer dans ta vie si tu devrais recommencer ? Qu'est-ce que je changerais niveau entrepreneurial, peut-être que je partirais plus tôt. C'est-à-dire que j'essaierai d'y aller plus tôt. Là, après, je ne suis pas non plus parti si tard, mais j'ai commencé autour de 34 ans. Je me dis que j'aurais peut-être pu y aller avant. J'avais ce sentiment d'imposteur avant, c'est-à-dire de me dire non, je ne vais pas monter une boîte, j'attends d'avoir tout compris. En fait, les gens qui se lancent n'ont pas du tout compris. Ils savent juste qu'ils vont apprendre petit à petit et que de toute façon, on va tomber sur des choses qu'ils ne savent pas. Donc j'aurais peut-être basculé un peu plus tôt sur un métier qui me plaisait vraiment. Et pour finir, le mot de la fin. J'ai un conseil, je pense. Après, j'ai pas un recul de 15 ans sur l'entrepreneuriat, mais moi, ce que je vois, une erreur à ne pas faire, et ça recoupe le point de juste avant, c'est ne pas essayer de faire tout parfaitement quand on lance une société. Parce qu'en fait on va rien faire dans ces cas-là. C'est-à-dire que recruter que l'extrême expert sur le sujet, avoir la plateforme qui est idéale, etc. en fait fait que vous aurez de tels délais que vous n'allez jamais avancer, jamais lancer. Et nous, l'approche qu'on a fait chez DPO, c'est plutôt step by step, et en fait ça a déclenché à chaque fois des petites erreurs ou des choses à redresser, mais par contre on était en train d'avancer. Alors que sinon l'immobilisme en fait c'est le plus simple, c'est statu quo. Et donc ce que je dirais c'est d'avancer step by step, pas trop vite, mais par contre de tout le temps rester en mouvement. Voilà, c'est mon conseil du jour. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.